Bonsoir et bienvenue dans ce 23h au sommaire. Le vice-président de la République a reçu aujourd'hui le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Andrew Haviland est en fin de mission dans le pays. Il est allé le signifier à Daniel Cablon-Duncan. La première dame de Côte d'Ivoire est l'invitée d'honneur du Festival du film francophone d'Angoulême en France. L'événement se déroule du 22 au 27 août prochain. La Côte d'Ivoire est à l'honneur pour cette 10e édition. Dans ce journal, le dossier porte sur la santé des personnes du 3e âge. Quelles alternatives ont-elles pour se reconstruire après une attaque cardiaque ou des douleurs articulaires? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Merci de nous rejoindre pour une demi-heure d'information. Commençons par cette audience du vice-président de la République. Daniel Cablon-Duncan a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Andrew Haviland est allé lui signifier la fin de sa mission après un mandat de 3 ans effectué dans le pays. Mahama Traoré, Herman Guivé. Après 3 ans de mission en terre ivoirienne, c'est l'heure du départ pour Andrew Haviland. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire repart avec le sentiment du devoir accompli. Venu signifier la fin de son mandat au vice-président Daniel Cablon-Duncan, le diplomate américain en a profité pour passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Au sortir de cet entretien, Andrew Haviland avoue qu'il quitte la Côte d'Ivoire avec un pincement au cœur. J'ai bien travaillé avec monsieur le vice-président en tant que premier ministre et puis après en tant que vice-président. Il a travaillé par exemple beaucoup sur le programme du MCC, le Millennium Challenge Corporation, et nous sommes tombés d'accord sur un compact. J'espère que nous pouvons signer vers le mois d'octobre-novembre. Donc c'est une étape très importante dans notre collaboration, dans notre partenariat. C'est pourquoi c'est un moment triste pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'activités en cours et je ne peux pas rester pour voir la réalisation de tout ça. Mais je suis très confiant que ce pays va aller devant et qu'il y a beaucoup de potentialités que les Ivoiriens vont réaliser bientôt. Une fois signé, le programme compact du MCC, Millennium Challenge Corporation, devrait déboucher sur le déblocage d'une enveloppe d'environ 315 milliards de francs CFA, une aide non remboursable des États-Unis à la Côte d'Ivoire. Objectif, financer des projets de développement dans les secteurs des transports, de l'éducation et de la formation. Mettons le cap sur Angoulême en France. Cette ville abrite le festival du film francophone. Ce rendez-vous se tient du 22 au 27 août prochain. La Côte d'Ivoire est à l'honneur cette année. La première dame est donc l'invitée d'honneur de cette 10e édition. Dominique Ouattara est accompagné par le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama, les ambassadeurs Charles Gomis et Abdou Touré. À la veille de cet événement culturel, Dominique Ouattara a été invité par la municipalité à une exposition d'art. Je vous propose à présent d'écouter la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je suis particulièrement fière de voir mon pays, la Côte d'Ivoire, mise à l'honneur à l'occasion du 10e Festival du film francophone d'Angoulême. Ce festival est une occasion idéale de présenter les nombreuses richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et d'illustrer le savoir-faire de nos artistes et de nos créateurs. La levée des drapeaux ivoiriens, français et européens à laquelle nous venons d'assister a été un moment très émouvant qui honore nos deux pays et qui renforce la coopération culturelle entre Angoulême et Abidjan. Je suis particulièrement heureuse d'avoir visité ce beau musée de la ville d'Angoulême. La richesse de ce patrimoine culturel est merveilleux. Je souhaite que les festivaliers passent un agréable moment de découverte et d'échange et que cette expérience leur laisse de beaux souvenirs. Ici, en terre ivoirienne, la fête de la Tabaski, c'est dans 10 jours. Avant cette célébration, le directeur général du commerce intérieur a échangé avec les acteurs de la filière bétail-viande. Le but est de veiller au respect du juste prix et d'empêcher les faux frais, facteurs d'augmentation des prix. Jean-Luc Bongo. Abattoir de Port-Boué. À 10 jours de la Tabaski, la fête du mouton, ce n'est pas la grande affluence. En attendant, Amadou a déjà fixé le prix de vente de ses moutons.
Les prix sont abordables pour tout le monde, hein, de 50 000 jusqu'à 500 000, ça dépend de la poche de tout un chacun. Des prix qui varient d'un marchand à un autre et souvent jugés trop élevés par les consommateurs à la veille des fêtes. Bokoum, un des chefs du parc à bétail, en donne les raisons. Une fois qu'il y a les fêtes, les transporteurs, le prix là, il augmente. Donc on est obligé d'augmenter un peu aussi. Parce qu'avant, on peut payer, comme en venant, un camion, 300 000. Et si ça passe jusqu'à 700 000 ou bien 600 000, vous voyez ce que ça fait. Mais il existe d'autres raisons au surenchérissement des prix. Il s'agit, à en croire le ministère du Commerce, de la forte implication d'intermédiaires, des tracasseries routières et autres perceptions illicites. La rencontre avec les acteurs de la filière bétail a été l'occasion pour le directeur du commerce intérieur de rappeler les dispositions prises pour lutter contre ces faux frais. Il est important de rappeler à l'ensemble des acteurs l'ensemble du dispositif de lutte contre les faux frais dans la filière bétail viande, à travers donc l'unité de lutte contre le racket, avec l'appui des préfets, des forces de l'ordre, pour, je dirais, sécuriser les routes d'approvisionnement et permettre donc au bétail de pouvoir arriver dans les marchés terminaux sans trop d'entraves. Des mesures qui ont rencontré l'approbation des acteurs de la filière. Les décisions sont très bonnes, mais il faut les appliquer sur le terrain, qui n'est pas toujours aisé. Mais nous espérons que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires. Nous sommes prêts à faire venir beaucoup de commerçants afin que le marché soit abondamment ravitaillé. Selon les acteurs de la filière, ces mesures du gouvernement, si elles sont respectées, contribueront à faire baisser le prix du mouton. Hajj 2017, les pèlerins ivoiriens sont arrivés à la Mecque après l'étape de Médine. Ils ont accompli la Omra, à savoir le petit pèlerinage. C'était l'occasion pour eux de faire les 7 tours de la Kaaba, la maison sacrée de Dieu. Le point de notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Pargaso Rokoni. Arrivés après 6 heures de route de Médine à la Mecque, les pèlerins ivoiriens dans leur tenue de sacralisation sont accueillis par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah, mais aussi par les responsables des hôtels où ils séjourneront. Nous assurons un transport de pèlerins dans des cars assez confortables et lorsqu'ils arrivent immédiatement, vous voyez que la prise en charge est faite dans les chambres. La nuit tombée, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins se regroupent devant l'hôtel Saphir. Ils doivent se rendre à la maison sacrée de Dieu, Al-Kaaba, en vue d'accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. En route, les pèlerins récitent la Talbiya, invocation pour tout musulman qui effectue le Hajj et la Umrah, invocation répondant à l'appel du Seigneur. Nos pèlerins dans toutes les étapes, nous essayons de les former, de les informer et de les apprendre à accomplir tous les rites. La découverte de la Kaaba, un vœu cher à ces pèlerins, mais également à tous les musulmans. Je suis allé sur la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pleuré parce que j'ai demandé à Dieu, avant ma mort, de m'amener là-bas. Il m'a amené, je suis heureuse. Et je vais voir la Kaaba. Après 1 kilomètre de marche, les candidats ivoiriens au Hajj se retrouvent à l'entrée de la mosquée sainte. Des consignes en vue de faciliter, mais surtout réussir les différents rites. Des consignes qui seront respectées à la lettre par les pèlerins. Dans la discipline, ils font leur entrée dans la mosquée sacrée. En face d'eux, la Kaaba. Comme les autres musulmans venus du monde entier, les pèlerins ivoiriens saluent la Kaaba en levant la main droite. En rang serré, ils effectuent la circumambulation. Il faut se déplacer à petits pas pour permettre aux femmes et aux personnes âgées d'accomplir avec quiétude et sérénité les 7 tours autour de la Kaaba. Dans la solidarité, l'entraide et la sécurité, les candidats ivoiriens au Hajj font de nombreuses invocations. Les tours et les prières terminées, les pèlerins effectuent par la suite la marche entre les monts Al-Safa et Al-Marwa, situés dans l'enceinte de la mosquée sainte. Objectif, remercier le Tout-Puissant pour avoir donné de l'eau, le Zamzam, en plein désert montagneux à l'épouse d'Abraham, le père du monothéisme pur. À la fin des différents rites, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins retournent à l'hôtel satisfaits d'avoir réussi leur petit pèlerinage, la Umrah. Retour en Côte d'Ivoire, venons-en au dossier consacré à la santé des personnes du 3e âge.
Comment se reconstruisent-elles après une attaque cardiaque ou des douleurs articulaires? Existe-t-il d'autres alternatives? Eh bien, les personnes du 3e âge choisissent le sport ou la kinésithérapie. Gym et séances de kiné intègrent donc leur quotidien lorsqu'ils sont touchés par la maladie, toute chose qui leur permet de retrouver leur mobilité. Michel Digré les a rencontrés. Koumassi Ramblay, c'est dans un appartement de cette cité que vit Dame Kanga. Victime d'une fracture à la hanche dans sa jeunesse, elle porte encore les séquelles du traumatisme. Je suis allée au CHU de Cocody. Ils ont fait photo, scanner. On dit vraiment mon hanche là, c'est cassé. Des médicaments pour atténuer les douleurs, mais également d'autres remèdes. J'ai payé ça. La fille m'a donné, il dit de payer un peu, ça y est avec lui. C'est hier même il m'a envoyé. Il dit, quand je fais mon nez là, tout va réveiller. C'est ça, c'est maintenant que j'ai commencé à faire. Quand tu fais, est-ce que ça va un peu? Oui. Quand je fais premièrement, le jour il est venu ici avec ça là. Il dit, maman, il faut faire aussi, mais je vais envoyer. Je vais faire jusqu'à, ça rentre dans mon pied là, jusqu'à, ça vient jusqu'à ici. Mon bras aussi, c'est comme ça. Ça masse sur moi comme ça. La quête de la guérison l'amène à pousser le bouchon plus loin. La pratique du sport dans un gymnase du quartier. Mais pour y arriver, Dame Kanga devra parcourir environ 1 kilomètre à pied. Comme elle, plusieurs personnes du 3e âge se retrouvent 3 fois par semaine dans le gymnase du coach David Kwame. Ici, chaque retrouvaille est une victoire sur la maladie. Les patients viennent des différentes communes d'Abidjan avec chacun son histoire. Ça fait 3 ans aujourd'hui, je suis paralysé. J'ai fait un AVC, je suis paralysé. Voici mon histoire. Tout mon corps est paralysé, je ne me retrouve pas. Ils ont été pour la plupart victimes de AVC et sont là pour une rééducation avec les moyens du bord. C'est un électrosimulateur. Son rôle, c'est de réveiller les muscles. S'il prend les biceps ça va ramener la main de ce côté. Mais une personne est paralysée, il ne peut pas bouger la main. Donc on lui pose l'appareil sur le muscle sollicité et le muscle se réveille. Et tu vois que d'ici quelques temps, il commence à faire les mouvements seuls. Au bout de plusieurs séances, les résultats sont plus que satisfaisants. Tu pouvais marcher. Mais avec le conseil qu'on leur donne, aujourd'hui, il arrive à marcher, il arrive à se déplacer. C'est vrai qu'il n'était pas comme il était avant, mais il n'est pas où il était aussi. Mais ces personnes qui sont délaissées, hein? Parce qu'il y a d'autres mecs qui viennent ici, même là, depuis qu'ils viennent ici, les parents, même les frères, ils ne viennent pas. Et aujourd'hui, quand la maladie les prend, on est en train de sorcier, alors que c'est la maladie qui les déforme. Donc ça fait maintenant près de 7 ans que je les prends de manière gratuite. Éprouvés par l'âge et sans moyens financiers, les petits centres de rééducation apparaissent comme le dernier recours pour ces malades du 3e âge. Dans la commune de Yopougon, nous retrouvons Tiemele Adiafi. Instituteur à la retraite, il a été victime d'un malaise cardiaque. Sur le plan moteur, il a tout l'hémicorps, c'est-à-dire le côté droit qui est paralysé. Et donc, dans un premier temps, la conduite à tenir, c'est de faire chez nous ce qu'on appelle des mobilisations passives. Donc, vu qu'on a commencé, les parents viennent de me dire qu'à la maison, dans le lit, il réussit à tourner sur les côtés, maintenant seul. Et on essaie de travailler les érecteurs du tronc pour qu'ils tiennent la station assise et ensuite on le verticalise. Quelques exercices pour réveiller ses réflexes avec toujours le même code qu'à Koumassi, la bonne humeur. Bravo, tu as gagné. D'accord. Retour au gymnase de David Kwame. Ici, l'ambiance est plutôt bon enfant. Allez, 2. L'importance, c'est qu'ils soient en bonne santé.
Parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, les gens attendent d'être malades pour se donner au sport. Et tous ceux qui viennent nous voir, ils disent que les médecins demandent non, va faire le sport. Ce n'est même pas le sport, c'est une rééducation qu'ils doivent faire d'abord. Parce qu'ils ont fait des années sans sport. Donc il faut aller progressivement à eux pour que les nerfs se réveillent, s'adaptent et maintenant leur permet maintenant de faire la gym. Le sport là c'est très bon même, c'est parce qu'on ne connaît ça, on ne connaît pas qu'on ne vient pas. Mais on connaît la puissance du sport. Il faut faire le sport, même à la maison chez toi, sur ton lit tu peux faire le sport. Après une heure de gym, Dame Kanga et tous les autres peuvent souffler. Touchés par la maladie, mais restés debout, grâce au sport, c'est le prix à payer pour s'accrocher à la vie. Dans un autre registre, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est située à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. La construction du siège a duré 10 ans, de 1977 à 1987. Quels sont aujourd'hui ses objectifs et missions? Pour le savoir, allons à la découverte de cette fondation en compagnie de Ouattara Amadou. C'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre. Donc, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut la combattre. Une vision de Félix Houphouët-Boigny qui justifie son engagement pour la préservation d'un climat apaisé entre les hommes. Pour y arriver, au nombre de ces actions concrètes s'inscrit la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, bâtie à Yamoussoukro. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la Fondation se consacre au service de la promotion de la paix. La Fondation Félix Houphouët-Boigny est une institution qui se propose de faire véhiculer le message du président Félix Houphouët-Boigny afin que la génération actuelle et future puisse connaître ses œuvres et ses pensées politiques philosophique. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a pour mission principale l'établissement d'une culture de paix au niveau national et international, la préparation, la formation à la citoyenneté et à son exercice à tous les niveaux. Pourtant, ces nobles missions sont méconnues des populations. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, c'est Abidjan là-bas, mais je ne connais pas très bien. La Fondation, c'est là pour accueillir les autorités en fonction d'une assemblée ou bien d'une conférence. Je ne sais pratiquement rien de la Fondation. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu juste visiter. Heureusement, la Fondation continue de bénéficier de l'attention de certains Ivoiriens qui la visitent. Effectivement, en tant qu'étudiant, je pense que ça va beaucoup m'aider peut-être dans mes recherches et voir encore même plus, peut-être pour plus de culture encore en tant qu'Ivoirien, de savoir réellement quel est son rôle. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est une fondation privée à vocation internationale reconnue d'utilité publique. Cette fondation se compose de 3 principaux bâtiments. Vous avez le bâtiment du musée, le bâtiment administratif où nous sommes, le bâtiment des congrès. La Fondation Félix Houphouët-Boigny est ouverte à tout le monde. Il y a des visites touristiques tous les jours, une petite contribution quand même, comme partout ailleurs dans le monde où des sites sont visités. Et elle est aussi ouverte à tout type de réunions, les colloques, les séminaires nationaux comme internationaux. Et il y a eu pour cela plusieurs règlements de conflits ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les moyens financiers proviennent des revenus des activités de la Fondation et de la subvention spéciale que l'État ivoirien accorde annuellement pour l'entretien des locaux et pour le fonctionnement. La Fondation peut recevoir des dons, legs et autres libéralités jugées recevables par le conseil d'administration. Sous l'autorité du secrétaire général, le professeur Jean-Noël Loukou, la Fondation organise des activités scientifiques, culturelles et pédagogiques coordonnées par ces 2 départements de recherche, le département de la recherche et de la paix et le département des recherches historiques. La Fondation a en son sein un centre international de documentation, CID. Présentement, nous avons plus de 5000 ouvrages. Et nous avons aussi des archives, nous avons aussi des périodiques. Nous venons de recevoir une partie du fonds du CRDA, qui est le Centre de recherche et de documentation africaine, qui était à Paris. Ce centre met à la disposition des usagers des ouvrages, des périodiques et un riche fonds d'archives. Des étudiants y vont pour leurs recherches. C'est dans le cadre de la rédaction de mon mini-mémoire que je suis là pour des recherches. Je me sens très à l'aise et les recherches avancent bien. L'accès est gratuit.
Ce siège ultramoderne a été officiellement inauguré le 5 décembre 1997 par Federico Mayor, directeur général de l'UNESCO à cette époque. Dans l'actualité politique, le RDR, Rassemblement des Républicains, prépare activement son 3e congrès ordinaire prévu les 9 et 10 septembre prochains. Le secrétaire général adjoint du parti chargé des questions et mouvements politiques, Adama Bictogo, a sonné la mobilisation à Abobo. La remobilisation bat son plein au Rassemblement des Républicains à l'approche du 3e congrès ordinaire du parti. Le comité d'organisation doit relever le pari de la participation à ces assises annoncées comme le congrès du renouveau. Ici, place mairie d'Abobo, Adama Bictogo galvanise les militants. L'heure a sonné pour que vous les militants, vous preniez votre RDR, votre bébé, et que nous puissions ensemble marcher vers un RDR plus fort pour une Côte d'Ivoire forte. Merci. Adama Bictogo appelle les militants à faire confiance au président Alassane Ouattara qui annonce des projets pour le bien-être des populations de la commune. Comment on peut comprendre qu'à Bobo, qui a plus d'1,5 million d'habitants, il n'y a pas un CHU? C'est pour cela que le président Alassane Ouattara a donc décidé que justice soit rendue au peuple digne d'Abobo. Dans quelques mois, les travaux vont démarrer. Le CHU de Abobo va démarrer. Le Premier ministre Amadou Goum m'a chargé de vous le dire, les 4 hôpitaux vont démarrer. En retour, les militants promettent au président du comité d'organisation une participation massive au congrès de septembre prochain. Dans l'Agnébi Tiassa, précisément à Agboville, Tiassa, Letabo et Sikensi, les militants du RDR ont été mis en ordre de bataille pour la réussite du 3e congrès par Mamadou Sanogo, émissaire du parti. Il les a appelés à la cohésion. Abou Sanogo. 3 points essentiels ont marqué le message à Agboville du vice-président du 3e congrès du RDR. Mamadou Sanogo a d'abord exhorté les cadres et les militants à la cohésion, à l'union et à l'humilité au sein du RDR, non sans leur démontrer les risques auxquels la désunion exposerait le parti. Le vice-président du 3e congrès s'est ensuite voulu rassurant sur la prise en compte par le parti des préoccupations exposées par les militants lors du pré-congrès. Mamadou Sanogo, pour clore ses propos, a invité les militants à fortement se mobiliser pour le congrès de 9 et 10 septembre prochain. Il s'agit pour nous de remobiliser nos militants à l'effet qu'ils soient motivés les 9 et 10 septembre prochains pour le grand congrès de renaissance de notre parti. Et à l'issue de ce congrès, nous allons créer les conditions pour que le RDR soit le parti le plus attractif en Côte d'Ivoire. De cette rencontre avec la délégation du RDR, les militants d'Agboville, de Tiassali, de Tabo et de Sikensi qui composent l'Agnébi Tiassa sont répartis, satisfaits et mobilisés pour le congrès de septembre. Toujours au chapitre politique, des membres du Parti ivoirien des travailleurs PIT se sont entretenus avec des responsables du NDI, National Democratic Institute. Au menu des discussions, les résultats d'une évaluation sur les violences faites aux femmes dans certains partis du pays. Parlons développement. Le village de Latokaa, dans le département de Niakaramadougou, est désormais connecté au réseau électrique national. Une action rendue possible grâce au programme présidentiel d'urgence. Soro Corona, Kader Sogodougou. Les cadres de Pétonka, dans le département de Niakaramadougou, mobilisés comme un seul homme pour le redécollage de leur village. Action à l'actif de leur mutuelle de développement, la réalisation d'une case de santé, la construction d'un logement de maître et le lotissement du village. La dernière action a valu à Pétonka son admissibilité au programme présidentiel d'urgence PPU. Peuplé de près de 2000 âmes, ce village vient de se connecter au réseau national électrique grâce au PPU. Célébration de l'avènement de la lumière dans une liesse populaire. Nous avons déjà enclenché notre développement. L'électricité,
c'est le moteur même du développement. Notre rêve a été enfin réalisé. Et nous disons merci vraiment à Dieu pour cela. Merci au président de la République, Alassane Ouattara. Les habitants de Pétonka ont voulu associer le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à cette manifestation. Les engagements du président de la République seront tenus et que la mise sous tension n'est que le début. Cadres, élus locaux et autorités administratives ont mis à profit cette célébration de la lumière pour rendre un hommage appuyé au président de la République Alassane Ouattara pour sa politique de développement. Ce commentaire est signé Charles Tatou. Dans la région du Tchologo, un programme triennal 2018-2020 prenant en compte les priorités en termes d'infrastructures de base vient d'être présenté à la population. Cette planification du Conseil régional touche l'éducation, la santé et l'adduction en eau potable. Kader Sogodogo. Dans le Tchologo, un plan triennal 2018, 2019 et 2020 a été conçu. Il prend en compte les besoins réels des 3 départements, Kong, Feke-Sédougou et Wongolo-Dougou. Il se décline en 4 priorités. Construction des centres de santé, construction d'écoles et équipements en table-banc, réalisation de forages et électrification rurale, avec des projets en faveur des femmes et des jeunes. Ajoutez à cela le reprofilage des routes. Coût global des projets, 2 288 674 000 francs CFA. Un projet présenté aux populations. Nous avons présenté un programme triennal qui va de maintenant jusqu'en 2020 et qui montre tous les projets à réaliser dans la région et qui sont certainement d'autres qui sont en état d'achèvement. Le programme triennal 2015-2017 qui s'achève a été bénéfique pour la population du Tchologo. Déjà, moi, à Soyono, j'ai vraiment bénéficié d'une école. Une école qui est construite dans ces 2 ans-là déjà. Bientôt, il y aura la remise des clés. Ils ont mis le courant des arbres, c'est propre même. Si tu es arrivé là-bas, tu es content au village même. L'exécution du programme triennal de la région du Tchologo démarre dès le premier trimestre 2018. La mutuelle pour le développement du village de Guéhéké dans la localité de Languibonou veut contribuer au développement de ce village. Elle entend construire les prochains jours dans ce village un centre de santé et une école primaire. Soro Corona, Kader Sogodougou. Peuplé de plus de 4000 âmes, Guéhéké est un village de la sous-préfecture de Languibonou dans la sous-préfecture de Gbeke. Grâce au PPU, programme présidentiel d'urgence, ce village a bénéficié de l'électrification villageoise et de l'adduction en eau potable. 2 commodités qui ont amélioré les conditions de vie des habitants de ce village. Cependant, Gbeke est confronté à 2 problèmes majeurs. Une seule école primaire de 6 classes, construite depuis les années 80 pour la scolarisation d'un millier d'enfants et le manque d'un centre de santé. La nouvelle équipe dirigeante de la mutuelle de développement de Gbeke fait de la réhabilitation et de l'extension de l'école primaire, de la construction d'un centre de santé, ses priorités. Les bâtiments sont dans un état vraiment dégradé et nous voulons rendre le cadre scolaire plus agréable que ça. Alors, si c'est agréable, je pense que les résultats scolaires des enfants vont suivre. Au cours d'une cérémonie dédiée au développement, le président de la mutuelle a appelé à l'union des filles et fils de Gbeke pour le développement de leur terroir commun. Le programme d'activité des 4 prochaines années a été également présenté aux populations. Pour avoir accès à un centre de santé, les habitants de Gbeke sont obligés de parcourir une distance de 7 km. Plusieurs cas de décès ont été enregistrés dans le cadre d'évacuation des malades et femmes en travail. Hors de nos frontières en Espagne, avec la mort de Younes Abou Yacoub, identifié comme étant le conducteur du véhicule bélier de la Rambla, la cellule responsable des attentats meurtriers de Barcelone et de Cambrils est désormais neutralisée. Les 4 suspects encore en vie de ces attaques qui ont fait 15 morts en Catalogne ont été amenés aujourd'hui au tribunal de Madrid, où leur audition a commencé et où ils devraient être inculpés 5 jours après les attentats revendiqués par Daesh. Plus loin de l'Espagne, le président américain a dévoilé lundi soir sa stratégie sur le terrain afghan. Donald Trump a exclu tout retrait des États-Unis d'Afghanistan et opté pour un renforcement militaire. Sidonie Davila. Les Américains ne lâcheront rien.
C'est en gros ce qu'a annoncé Donald Trump lundi soir en abordant la nouvelle stratégie du pays en Afghanistan. Le président américain qui s'est exprimé devant des militaires près de Washington a expliqué que sa nouvelle vision dans la région avait pour but d'empêcher que l'Afghanistan ne devienne un sanctuaire pour les islamistes alors que les talibans gagnent du terrain. Avant d'accéder à la Maison-Blanche, Donald Trump avait plusieurs fois exprimé sa préférence pour un retrait des troupes américaines en Afghanistan. L'idée du retrait avait séduit bon nombre d'Américains. Mais le président dit être confronté à la réalité du bureau ovale. Aujourd'hui, avec cette volte-face, Donald Trump ouvre la voie à un renforcement des effectifs militaires américains sur le sol afghan. Selon le Pentagone, jusqu'à 4000 soldats pourraient être envoyés dans le cadre d'une révision de la stratégie de Washington dans la région. Depuis 16 ans, les USA ont engagé une guerre dans la foulée des attentats du 11 septembre et qui a coûté 110 000 milliards de dollars, environ 55 000 milliards de francs CFA au budget américain. Elle a également coûté la vie à 2400 soldats américains. Retour sur le continent européen, l'île d'Ischia, au large de Naples en Italie, a été frappée hier par un tremblement de terre de magnitude 4. Une femme a été tuée par des débris tombés d'une église dans le nord de cette petite île touristique. Le corps sans vie d'une autre a été repéré dans les décombres d'une maison écroulée. Dans la nuit, les pompiers ont secouru un bébé de 7 mois. Les secouristes italiens ont extrait ce matin 2 autres enfants, des frères piégés au cours de la nuit dans les décombres. Sidonie Davila. La terre a tremblé sur l'île d'Ischia, une île très touristique au large de Naples, dans le sud de l'Italie. Un séisme de magnitude 4 a touché lundi soir l'île d'Ischia et a fait au moins 2 morts. Une femme âgée tuée par des débris tombés d'une église et une autre repérée dans les décombres d'une maison écroulée. Environ 25 personnes ont été blessées, pour la plupart légèrement. Un bébé de 7 mois, miraculeusement rescapé. Ce mardi matin, les secouristes tentaient encore d'extraire 2 enfants en vie, prisonniers des décombres. Les dégâts se concentrent essentiellement sur 2 petites communes de la côte nord de l'île. De nombreux immeubles se sont effondrés et plusieurs autres présentent de larges fissures menaçantes. Ce séisme intervient alors que l'Italie se prépare à commémorer jeudi le premier anniversaire de celui d'octobre 2016 qui avait fait 299 morts à Amatrice et ses communes voisines. En janvier 2017, 3 autres séismes avaient ravagé la même région. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À demain, même heure.